On va parler ce matin du littoral guyanais, un littoral qui s'étend sur 350 km entre les estuaires de l'Oyapock et du Maroni, littoral le long duquel on a désormais l'habitude de voir apparaître puis disparaître des mangroves considérées comme les mieux préservées au monde. Pour en parler, nous sommes ce matin avec le géographe Antoine Gardel qui a coécrit avec Damien Davy un livre, Oyapock et Maroni, portrait d'estuaires amazoniens. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Antoine Gardel. On va commencer par une question sur la mangrove que je viens d'évoquer. Une mangrove qui se développe très vite sur les côtes guyanaises. Comment est-ce qu'on arrive à expliquer ce développement ? D'où est-ce que ça vient ? Alors c'est effectivement très original, puisque les mangroves ailleurs dans le monde ont des vitesses de développement qui sont beaucoup moins importantes que celles qu'on a sur le littoral de Guyane, mais des Guyanes au sens plus large. On a l'impression, et c'est certainement vrai, que les espèces de palétuviers se sont adaptées à l'instabilité, la grande instabilité de ce milieu, et donc à la grande instabilité qui est liée au déplacement de ces bancs de vase le long de la côte. Et ça, ces bancs de vase, on ne les trouve nulle part ailleurs dans le monde, on n'a que sur ce littoral sous influence de l'Amazone. Donc nulle part ailleurs on observe une croissance aussi rapide et fulgurante des mangroves ? Non, c'est vraiment extrêmement rapide, croissance très très rapide, on est de l'ordre de 2,50 m à 3 mètres par an. D'accord. Et puis surtout une précocité sexuelle. Les jeunes arbres de 3 mois, 4 mois sont déjà en fleurs, font déjà des fleurs et se reproduisent déjà. Donc une fois qu'on a un spot de mangrove qui s'installe sur un banc de vase, ça va très 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 vite. Le premier facteur, j'ai envie de dire, c'est quoi ? C'est l'influence de l'Amazone qui n'est pas très loin de chez nous ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Effectivement, le premier, c'est il faut des sédiments. Il faut des sédiments en quantité. Si on n'a pas de sédiments, si on n'a plus de sédiments, la mangrove soit ne pousse pas, soit se recule. Plus il y a de sédiments, plus le sol est riche finalement, c'est ça ? Plus on va avoir de sédiments qui se déposent, plus potentiellement, si les conditions sont favorables, parce qu'il faut effectivement que la vase soit suffisamment consolidée, et donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit émerger une partie de la journée pour que la consolidation puisse se faire. Voilà. Et si ces conditions sont réunies, si on a arrivé de graines, eh bien, la mangrove se propage et se développe très très rapidement. Donc ce qui caractérise, si je vous ai bien compris, ce qui caractérise le littoral guyanais, c'est à la fois la présence de cette mangrove et aussi les bancs de vase. Il y a un lien entre les deux. Ah oui, évidemment. Sans ces bancs de vase, on n'aurait pas de mangrove que l'on voit en front de mer devant le Cayenne régulièrement. Non, effectivement, sans banc de vase, on n'aurait pas cette mangrove. Alors, on a de la mangrove dans les estuaires qui est beaucoup plus stable, mais qui est composée de plusieurs espèces. Alors oui, la spécificité de cette mangrove qu'on a en front de mer, là, sur les bancs de vase, c'est que c'est une mangrove qui est, on dit, monospécifique, c'est-à-dire qu'elle est constituée que d'une seule espèce de palétuvier, qui est Avicennia germinans. La même espèce tout le long du littoral. Alors au début, dans les premiers stades de pionniers de colonisation, on va avoir deux espèces, on va avoir le Laguncularia et Avicennia, et très très rapidement Avicennia prend le dessus et on a à 90-15% dépeuplement de cette même espèce sur les bancs de vase de front de mer. Par contre, dans les estuaires, là on va rencontrer les autres palétuviers, dont le Rhizophora, celui qui fait ses racines et chasses, qui sont souvent très spectaculaires, et voilà. Et plus les peuplements sont anciens dans les estuaires, plus on va avoir des forêts avec des arbres très très hauts. On peut avoir des arbres de 40 mètres de haut, ce qui est immense. Alors que sur le reste du littoral, ce sont des espèces qui sont plus petites. Alors que sur l'Avicennia, non, on peut avoir des Avicennia de 40 mètres de haut aussi, ce qui est quand même très très... voilà, ça pose beaucoup de questions. La même espèce est capable de se reproduire à des 3 mois, 4 mois, mais est aussi capable d'atteindre 40 mètres de haut. Voilà. Et après, tout dépend de l'âge du peuplement. On peut avoir des très vieux Avicennia qui sont les témoins d'une ancienne colonisation, avec des arbres qui mesurent 40 mètres de haut aussi, c'est tout à fait possible. Alors comment est-ce qu'on explique que dans les estuaires, il y ait finalement plusieurs espèces et que sur le reste du littoral, il n'y en ait qu'une seule ? Alors parce que certainement sur le littoral, la grande instabilité fait que
il n'y a que une seule espèce qui arrive à s'adapter. Rhizophora a des graines, on les voit quand on se promène sur les plages, ce sont des espèces de grandes tiges vertes. Donc ça, c'est la graine de Rhizophora qui se déplace beaucoup moins bien qu'une petite graine ronde d'Avicennia, et donc qui s'ancre beaucoup moins facilement qu'Avicennia. Donc c'est essentiellement, voilà, c'est parce que Avicennia est plus adapté à se développer dans des conditions... Dans ce genre d'environnement. Voilà. Donc de la mangrove tout le long du littoral, parce qu'il y a de la vase, d'où est-ce qu'elle vient cette vase? Alors cette vase vient à 99% peut-être de l'Amazone. Donc quasiment 100%. Donc quasiment 100% de l'Amazone. Alors pas du tout des fleuves guyanais, hein. Attention, les fleuves guyanais sont même considérés, il y a certains travaux de collègues qui ont montré que les fleuves guyanais étaient, des Guyanes au sens large, étaient parmi les fleuves qui amenaient le moins de sédiments fins au monde. Parce qu'on est sur le plateau des Guyanes qui est couvert par la forêt amazonienne, et donc on a peu de lessivage des sols, alors sauf quand on a évidemment des industries minières ou d'urbanisation qui se développent, mais sur une couverture végétale, on va avoir beaucoup moins de lessivage et donc moins d'apport par les fleuves. Donc ça vient de l'Amazone, et ça vient donc des Andes au final. Et, voilà, exactement, ça vient de l'autre côté du continent. C'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est que on a des sédiments qui sont arrachés à l'autre côté du sous-continent américain, à l'ouest, côté atlantique, et qui descendent après dans le bassin de l'Amazone, parcourent des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres, et pour finalement se jeter dans l'océan Atlantique et remonter le long des côtes jusque dans la mer des Caraïbes. Donc des milliers de kilomètres avant que ça arrive finalement des milliers de kilomètres, mais certainement aussi probablement des centaines, voire des milliers d'années, parce que là on c'est de la vieille vase. Alors c'est de la vieille vase, c'est le temps que tous ces sédiments soient transportés des Andes jusqu'à l'Atlantique. Il se passe un temps qu'on ne connaît pas, mais c'est très 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 long. Antoine Gardel, on entend souvent dire aussi que le littoral guyanais c'est un des littoraux les plus instables au monde. Là encore, c'est quoi la raison? Eh bien, c'est lié à ce déplacement des bancs de vase. Alors, ces bancs de vase se forment. Alors, toute cette vase qui est rejetée par l'Amazone, alors une partie va alimenter le delta subaquatique de l'Amazone qui est devant, et une partie va remonter le long des côtes et se déposer au niveau des caps, au niveau du cap Cassiporé au nord de l'Amapa. Et là, on a un stock, on l'a pas estimé, mais qui est colossal, de vase très très fluide. Et c'est à partir des caps, on a un changement d'orientation de la côte, à partir plus exactement de la pointe Béhague, que les bancs de vase, des morceaux de vase se déplacent et migrent le long de la côte. Alors, des morceaux de vase, attention, hein, c'est quand même un banc de vase, en moyenne, c'est 40 km de long, sur 15 à 20 km de large, sur à peu près 2 mètres d'épaisseur. Donc, à moyenne, si on fait un petit calcul, c'est 3 milliards de mètres cubes, un banc de vase. On en a en permanence entre 6 et 9 en Guyane, et il y en a à peu près 20 à 30 jusqu'au delta de l'Orénoque. Et donc ces bancs de vase se déplacent sous l'action des vagues, sont les vagues atlantiques, et formées par les alizés, mais aussi par des tempêtes atlantiques, qui vont faire déplacer les bancs en érodant l'arrière du banc, et en transportant la vase vers l'avant du banc. Donc on a un recyclage des vases de l'arrière vers l'avant du banc. D'où ce va-et-vien en fait, d'une année à l'autre en fonction de ce qui peut se passer. D'où ce va-et-vient, et voilà. Donc quand on est entre deux bancs, eh bien la houle vient attaquer la côte. C'est on est en zone interbanc. Et donc c'est là où on va constater des érosions importantes, comme on voit ce qu'on observe actuellement. Ce qu'on observe actuellement, ce qu'on est en train de voir aussi dans l'est sur la plage de Montjoly, vers Montravel, on a vu que la vase était partie, que le banc de vase commençait à partir, et ça commençait à attaquer la plage, et que le sable commençait à transiter le long de la plage vers le nord-ouest. Et conséquence, qui dit littoral instable, mais instable pour l'homme finalement, dit compliqué à aménager, et donc environnement préservé ? Exactement. Donc compliqué, on ne peut pas s'installer en front de mer
on peut pas. C'est pour ça que on a des ports qui sont situés dans les estuaires. Dans les estuaires. Ce qui pose beaucoup de problèmes aussi, hein, avec cette vase. Mais non, c'est beaucoup trop instable pour qu'on puisse effectivement aménager. Et surtout, il ne faut pas aménager comme ce qui a été fait au Guyana ou dans certains secteurs du Suriname en bétonnant, en voulant fixer la côte avec du béton. C'est une catastrophe et aujourd'hui, il y a des gros problèmes d'érosion, de submersion, voire de menaces même sur des quartiers entiers des villes. Oui, parce que vous parlez du Guyana, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que le littoral vaseux de la Guyane est situé sur un littoral qui s'étend sur plus de 1700 km, voilà, qui va jusqu'au Venezuela. Alors là, on est dans les superlatifs tout le temps, hein. On est sur la côte la plus vaseuse, la plus étendue au monde, sur la côte la plus instable au monde, avec la mangrove qui pousse la plus vite et la mangrove qui est très très bien préservée du fait justement de cette grande instabilité et que l'homme ne peut pas donc s'installer sur ces... Donc l'érosion du littoral, on a commencé un petit peu à en parler, qu'on observe à Awala ou même à Kourou depuis ces dernières années. Ça vient de là ou c'est avant tout parce que ce sont des littoraux sableux? Alors tout est lié évidemment, hein, tout est lié, tout est imbriqué à des échelles spatiales, temporelles. Ouais. Il y a des interactions très très fortes qui sont évidemment très complexes parce que quand on commence à mélanger de la vase avec du sable, on n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. C'est mouvant. Et ça se déplace pas de la même façon. Donc c'est très compliqué. Donc on est très loin encore de pouvoir modéliser tout ça et de pouvoir faire des prévisions avec des modèles parce que c'est très 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 compliqué. Il y a des processus physiques qu'on ne sait pas encore, qu'on n'a pas encore décrits et qu'on ne sait pas donc du coup mettre en équation et modéliser. Mais quand on a effectivement de l'érosion sur une plage, c'est lié en grande partie à la position du banc de vase qui s'approche ou qui part. On l'a vu, hein, quand un banc de vase est devant une plage, la plage est protégée. Oui. Puisque les vagues sont amorties par la vase. Quand le banc commence à partir, les vagues arrivent sur la plage et remobilisent ce qui fait en fait, si je vous comprends bien, que la mer va comme ça continuer de faire reculer le trait de la côte, ou bien c'est un va-et-vient constant toujours entre la mer qui progresse et puis la mer qui recule? Alors c'est un va-et-vient constant. Alors ce qu'on voit très très bien, on a décrit dès la fin des années 90 les va-et-vient du stock de sable sur la plage de Montjoly. Et en fait on s'aperçoit que on a les mêmes phénomènes sur d'autres plages en Guyane. C'est qu'on a un déplacement du stock du sud-est vers le nord-ouest, hein, c'est-à-dire de Montravel vers Bourda, et on voit que dans certaines périodes on a une très forte érosion à Montravel et au contraire on a une plage de 200 mètres à Bourda, et inversement. Et inversement. Et c'est le même stock. En fait, on pense qu'il n'est pas renouvelé, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'apport et on n'a pas de sortie sortant de sable. C'est le même sable qui se balade d'est en ouest sous l'effet des bancs de vase qui vont modifier la direction des vagues et donc modifier la direction du transport. Il y a le préfet de Guyane qui était à Awala il y a quelques semaines et le sujet de l'érosion du littoral a été posé sur la table. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'humain peut faire ou bien va falloir accepter de s'installer finalement plus dans les terres? Non, pour être raisonnable, hein, on n'est plus dans les années 50 où on était capable de maîtriser la nature, où les ingénieurs dans le monde, et voilà, on était très confiants. Et non, là, pour être raisonnable, parce que derrière ça génère des coûts quand même qui sont colossaux et partout dans le monde, hein, c'est pas qu'en Guyane, hein, on regarde ce qui se passe sur certains secteurs des côtes nord-américaines, en Australie, partout dans le monde, en Inde, en Afrique, enfin non, il faut être raisonnable. À un moment donné, il va falloir envisager effectivement de reculer pour s'installer, et parce que on l'oublie souvent, hein. On nous parle du changement climatique, d'élévation du niveau de la mer. Alors on le constate pas évidemment tous les jours parce que c'est infime, c'est 2-3 mm par an d'élévation du niveau de la mer, mais au bout de 50 ans, ces 2-3 mm, ça fait quand même 15 cm, et 15 cm sur un littoral qui est plat et bas, eh bien ça change beaucoup de choses.
Allez-y, pardon, excusez-moi. Oui, et donc les estimations du groupe d'experts qui travaillent sur le climat, du GIEC, parlent on donne des fourchettes d'élévation du niveau de la mer entre 50 cm et 1 mètre d'ici pas longtemps. Et donc, sauf que 50 cm ou 1 mètre d'élévation du niveau de la mer, ça correspond à plusieurs dizaines de mètres sur le littoral. Exactement. Et du coup, à un moment donné, il va falloir quand même... Et ce qu'il faudrait, c'est prendre en compte tout de suite ces enjeux-là. Prendre en compte tout de suite et commencer à réfléchir à se projeter dans l'avenir. Ouais, on l'a dit, littoral instable, ça on l'a bien compris. Est-ce qu'il est aussi instable, j'ai envie de dire, pour les scientifiques qui veulent l'observer? Est-ce que c'est un environnement qui est difficile à appréhender? Ah bah oui, c'est un environnement qui est très difficile à appréhender, si ce n'est que aller sur un banc de Vals, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, quand on y va en bateau, on y va à marée haute. Le matin, on choisit des marées vers 4h, 5h du matin. On se dépose sur la vase et on attend la marée haute à 5h, 6h le soir. Donc, pendant vraiment de longues heures. On reste toute la journée planté dans la vase. Et comme on n'évolue pas très très rapidement dans cet environnement, on rayonne à quelques dizaines de mètres autour de l'endroit où on s'est échoué et on travaille dans ces conditions. Donc c'est très compliqué. On a une vision très ponctuelle. Et c'est pour ça qu'on utilise depuis très longtemps maintenant les images satellites en complément, parce que ça nous donne des informations à une autre échelle. Surtout, on a une vision plus globale, une vision synoptique plus globale, et donc c'est un outil qui est vraiment très 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 précieux pour nous. Et c'est vrai qu'avec les nouveaux capteurs qu'on a aujourd'hui, dont les Sentinelles, on a des images aujourd'hui très 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 régulièrement. Tous les 5 jours, on a une image. Donc c'est pour vraiment... ne pas rester finalement de longues heures durant. Alors sur il faut y aller quand même. C'est très important d'aller voir sur le terrain, mais ça permet de compléter à une autre échelle les observations qu'on peut faire sur le terrain. Antoine Gardel, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes géographe et vous avez sorti il y a quelques jours un livre, Oyapock et Maroni, portrait d'estuaire amazonien. Un livre qui peut se trouver sur Internet ? Alors c'est un livre qu'on va trouver dans les librairies en Guyane. Ouais. Alors je ne sais pas s'il est arrivé déjà. D'accord, mais il devrait arriver. Oui, il y a plusieurs centaines d'exemplaires qui vont arriver sur le territoire. Et c'est un livre qui, à partir du mois de septembre, sera accessible en open access, gratuitement, en PDF, donc en format numérique. On donnera le lien quand il sera disponible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Radio Pays.